Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La suite sur la première vidéo que nous avons faite sur le gluten. Donc, je voulais qu'on revienne un peu sur le gluten. Le gluten, dans le mot gluten, en fait, on entend bien le mot glu. Et d'ailleurs, son origine vient de ce mot-là, puisque en latin, gluten, ça signifie glu, ça signifie gomme, ça signifie colle. Le problème quand on consomme du gluten, c'est que ce gluten, donc cette glu, va se coller à la paroi intestinale et va l'altérer. Alors, les premiers symptômes qui sont dus à une altération de cette muqueuse intestinale ou en tout cas qui sont dus à une trop forte consommation de gluten vont être ceux qui se rapprocheront le plus des soucis digestifs, à savoir des ballonnements, avec ou sans gaz. Bien souvent, je retrouve des personnes qui me disent que après le repas, elles ont un ventre énorme. Souvent, même souvent, on compare ça avec un ventre de femme enceinte. On retrouve aussi de la constipation. Là encore, hein, comme le gluten va se coller à la paroi intestinale, eh bien, on a cet effet de constipation, de sels en fait qui sont retenus. Chez certaines personnes, on a aussi de la diarrhée quand l'irritation et quand l'inflammation est trop importante. Et on retrouve également de l'alternance entre les deux, c'est-à-dire on passe par des phases de constipation suivies par des phases de diarrhée importantes. Alors quelques petits mots sur cet intestin, puisque c'est par là que vont arriver les problèmes en fait. Alors il faut savoir que la muqueuse en fait de l'intestin grêle, elle permet l'absorption de tous les nutriments dont nous allons avoir besoin pour être en bonne santé. C'est comme si on pourrait comparer ça à une sorte de filtre en fait qui laisserait passer les minéraux, les vitamines dont nous avons besoin pour être en bonne santé. Cette muqueuse intestinale, donc c'est un immense filtre et à la surface de cette muqueuse intestinale, on retrouve des cellules que l'on appelle des entérocytes, c'est leur nom. Ces cellules vont être collées les unes aux autres et elles vont former des jonctions étanches qui vont empêcher le passage dans la circulation sanguine de molécules indésirables comme des toxines, comme des allergènes ou comme des bactéries. Mais le problème survient lorsque ces jonctions serrées, les jonctions serrées de cette muqueuse intestinale, au lieu d'être serrées les unes aux autres, vont se disjoindre, se détendre et on va être en présence de ce que l'on appelle une hyperperméabilité intestinale. On retrouvera souvent aussi le nom de leaky gut syndrome. En fait, à ce moment-là, votre intestin devient une vraie passoire et donc va laisser passer dans la circulation sanguine des déchets bactériens, des déchets alimentaires qui vont pénétrer dans la circulation sanguine et qui vont donc être gérés par le foie. Ces macromolécules qui sont incomplètement digérées, donc on a dit déchets bactériens, déchets alimentaires, vont être considérés par notre organisme comme des éléments étrangers, des corps étrangers. Ils vont donc être combattus en ce sens et notamment ils vont entraîner une défense immunitaire parce qu'en fait des anticorps vont se retrouver à essayer d'éliminer, de supprimer ces molécules étrangères qui ne sont pas reconnues. Ces molécules étrangères vont aussi entraîner une inflammation, notamment, on l'a vu, au niveau intestinal, et cette inflammation va augmenter en fait la perméabilité de l'intestin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il existe de nombreuses études qui montrent que l'altération de cette perméabilité intestinale est impliquée dans le développement de nombreuses maladies ou dans le développement de nombreux symptômes. Parmi les plus connus et les plus, on va dire, référencés en matière de publications scientifiques, on retrouve toutes les maladies, pas toutes, mais enfin un certain nombre de maladies auto-immunes, comme la maladie cœliaque, bien entendu, le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde. On peut retrouver aussi dans la spondylarthrite ankylosante. On va le retrouver aussi, bien entendu, dans la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires de l'intestin, dans le lupus,
dans les problèmes de thyroïde et notamment la maladie de Hashimoto. On a de plus en plus d'études qui montrent que ces protéines de gluten franchissent effectivement la membrane intestinale, mais arrivent aussi à franchir la barrière hémato-encéphalique et donc se retrouver au niveau de notre cerveau. Et on retrouve des liens entre une consommation excessive de gluten et des maladies du système nerveux, comme la sclérose en plaques, comme certaines formes d'Alzheimer, comme certaines formes de dépression, avec aussi certains troubles d'autisme ou d'hyperactivité, des troubles obsessionnels, des troubles du sommeil aussi. On retrouve également certaines formes d'allergies en fait en lien avec cette hyperperméabilité intestinale, des troubles respiratoires chroniques, la rhinite, les sinusites chroniques, l'asthme, les personnes qui ont souvent des mucosités, des glaires en fait, toujours soit qui toussent avec une toux productive, soit qui ont tout le temps le nez qui coule. On retrouve aussi des liens avec une fatigue chronique, souvent une fatigue qui est inexpliquée. Les personnes se sentent fatiguées, ne comprennent pas pourquoi, elles ont l'impression de bien dormir et pourtant il y a cette fatigue qui reste présente. On retrouve aussi un lien avec une faiblesse immunitaire, puisque notre système immunitaire étant tout le temps sollicité par ces molécules qui ne devraient pas se retrouver dans la circulation sanguine, eh bien, il a moins d'énergie, il est moins vaillant en fait pour nous défendre après contre les virus et contre les bactéries. Et puis, on retrouve aussi des problèmes de peau, notamment de l'acné. Quand l'acné perdure malgré l'âge, souvent ça vient avec un foie qui est souvent un peu trop chargé. Pourquoi? Parce que ce sang qui est, on va dire, encombré de molécules partiellement digérées, eh bien, va passer par le foie et donc va surcharger le foie. Les personnes qui ont de l'urticaire, des démangeaisons, des plaques rouges, souvent des phénomènes de peau sèche aussi. Et puis, dernier volet, on retrouve aussi des liens entre une consommation excessive de gluten et certaines douleurs articulaires ou musculaires, comme l'arthrite, comme l'arthrose, comme la fibromyalgie. Alors, je ne dis pas que le gluten est responsable de toutes ces pathologies, de tous ces symptômes. Par contre, il faut garder à l'esprit que de nombreuses études montrent qu'il y a un lien entre une consommation excessive de gluten, et c'est le cas à l'heure actuelle, et ces pathologies, sachant que bien entendu, il y a d'autres facteurs déclenchants, que ces maladies sont souvent multifactorielles, mais que le gluten fait partie de ces facteurs déclenchants. Et que bien souvent, bien souvent tous ces symptômes, toutes ces pathologies, lorsqu'elles sont associées à des soucis digestifs comme des ballonnements, comme de la constipation, comme de la diarrhée, eh bien, un arrêt, enfin, on va dire un test d'éviction du gluten pendant 1 mois permet déjà de se rendre compte de l'amélioration que l'on peut observer lorsqu'on arrête de consommer ce type de produit. Alors, c'est vrai qu'au départ, cela demande un investissement personnel, dans le sens où c'est vrai que du gluten, il y en a partout, et que bien souvent, il faut changer considérablement son alimentation. Mais souvent, le jeu en vaut la chandelle, et bien souvent, je vois en cabinet des personnes qui souffrent depuis des années de troubles digestifs. Ce sont on va dire en tout cas, les résultats que l'on a le plus rapides. Qui sont considérablement améliorées au bout de 4-5 jours lorsqu'elles arrêtent complètement le gluten. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. À bientôt!